les informations qui ont été publiées par l'équipe et reprises par toute la presse nationale et régionale ce jour sur les relations entre Gérard Lopez et Elliott Management, donc, qui est le principal bailleur de fonds du club. Elliott Management a prêté de l'argent aux structures financières menées par Gérard Lopez pour reprendre le club. On parle de 130 à 140 millions d'euros. Et la presse aujourd'hui fait état d'une volonté d'Elliott Management de reprendre finalement la main soit sur le capital qu'il a prêté, soit sur la direction du club, comme il l'a déjà fait sur d'autres sites comme le Milan AC. On annonce même un repreneur basé en Hollande et un projet qui serait mené par Olivier Létang, qui est un ancien dirigeant de plusieurs clubs français, Rennes, Reims. Donc voilà, est-ce une information inquiétante ? Est-ce une nouvelle information juridico-politique qui sort à quelques jours d'un match contre le Paris Saint-Germain, donc qui profite d'une fenêtre médiatique qui expose le LOSC. Julien, tu as quelque chose à dire sur ce sujet ? Demander quelle est la situation financière réelle du LOSC aujourd'hui. Au Mercato, cette année, on a été très rassurés en vendant Osimhen et Gabriel pour un total évoqué de à peu près 100 millions d'euros. Et la question qu'on peut se poser en cette période de crise, c'est quelle est la réalité des paiements de ces transferts ? En effet, la Gazzetta dello Sport a annoncé fin novembre que les joueurs de Naples n'avaient pas été payés depuis le début de l'année. Donc, si les joueurs de Naples ne sont pas payés, on peut en déduire que les traites ne sont pas payées non plus et que donc le transfert d'Osimhen est peut-être pas payé. Ensuite, il y a toute cette question autour des droits télé. À date, on n'a que des doutes et aucune certitude sur les montants de droits télé qui vont être touchés par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 suite au retrait de Mediapro. Ce qu'on sait, c'est que Lille, l'an dernier, les droits télé, c'est à peu près 40 millions sur un total de revenus de 60 millions. Là, on parle hors transfert. Donc, 2/3 des revenus du LOSC, ce sont des droits télé. Et on ne sait pas réellement de combien ils vont être. Le LOSC, comme tous les clubs de Ligue 1, est dans une situation financière très complexe. Est-ce que Elliott Management est capable de telles pratiques, c'est-à-dire débarquer un Lopez, le virer et mettre un autre dirigeant à sa place ? D'abord, Elliott Management, c'est qui ? C'est pas une banque. C'est un fonds vautour. Un fonds vautour, c'est quoi ? C'est un fonds qui est actif dans les affaires. C'est un fonds d'investissement qui est là pour intervenir dans les entreprises et pour les fracasser, pour en retirer tout le jus qui en sortir. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît. Pernod Ricard, numéro 2 mondial des spiritueux. Une très belle boîte qu'on connaît tous, surtout Bistrot d'aller le LOSC. On porte pas ce nom pour rien quand même. Une boîte familiale. Tout va bien chez Pernod. Elliott prend 2,5% du capital en 2018. Ça lui donne des droits. Et en conséquence, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Ils ont menacé les dirigeants. Ils ont demandé des niveaux de marge plus élevés parce qu'ils ont estimé que sur une activité comme ça dans les spiritueux, ça devait générer plus de marge et plus de bénéfices. Et donc derrière, licenciement et départ de dirigeants de la boîte. Merci Julien. Alors je crois que tu as effrayé tout le monde. Ça va, pour l'instant tout le monde ne s'est pas encore jeté par la fenêtre. À la presse, alors nous on n'a pas d'informations complémentaires, on le dit, on le répète, on essaie juste de remettre en perspective cette information qui est apparue aujourd'hui. Je ne doute pas qu'il y ait des choses un petit peu complexes, et après, la question est de savoir si au-delà de Lopez, le projet se poursuivra, ou alors est-ce qu'on sera à l'idée, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que la seule grosse source garantie financière, et encore, j'allais dire, c'est le prix de certains, le prix potentiel de certains joueurs, mais on sait qu'on est quand même dans un contexte où les gros recrutements vont peut-être plus être d'actu ces temps-ci. Déjà, moi, je n'ai pas l'assurance qu'ils aient la capacité de le débarquer. On n'en a pas l'assurance, je pense pas. Deuxièmement, à un moment donné, quand tu es investisseur dans une boîte, tu vires un mec qui fait un travail pourri. C'est-à-dire que là, au niveau de la mise en avant des actifs du LOSC, Lopez se débrouille, mais comme un chef. Mais s'il le remplace demain par un autre, le LOSC sera exactement dans la même situation financière à cause de Mediapro s'il ne paye pas, à cause du Covid ou à cause de machin. Ça ne changera strictement rien à l'affaire. Et par contre, ça va complètement déstabiliser le club. Il va falloir repartir à zéro, et vraiment 2-0. Et moi, je ne vois absolument pas un investisseur
changer une équipe qui gagne. Mais si la feuille de route c'était vends plus et garde Campos, c'est ton principal actif, bah, il n'est pas au rendez-vous. Je pense qu'on en saura plus assez rapidement. Enfin, quand je dis assez rapidement, c'est dans les semaines qui viennent. Avec déjà la réunion avec Elliott, si elle a lieu ce soir, on aura certainement des conséquences assez rapidement. Demain, il y a la DNCG, donc ça va aussi rentrer dans les échanges. Et puis surtout, à partir du mois de janvier, il y a le mercato, qui est aussi une deuxième source de financement pour ces fameux millions qui manqueraient. Si jamais Elliott virerait Gérard Lopez, il remercierait aussi Campos et Mark Inglas, si j'ai bien compris en tout cas. Si je dis truc de faux, n'hésitez pas à me reprendre. Et si jamais Gérard Lopez restait, c'est Elliott qui partirait, et donc il y aurait des fonds hollandais qui viendraient. Voilà, la situation, je pense qu'elle est floue pour tout le monde. Je pense que personne aujourd'hui ne sait la situation. C'est pas tout à fait faux ce que vient de dire Baptiste, puisque Campos est lié à une boîte de Lopez. Il n'est pas lié directement au LOSC, au club. Il est lié à une boîte de Lopez. Je pense que les financements effectivement d'Elliott sont pris avec des garanties, que ce soit du côté de Lopez ou du côté d'Elliott, en tout cas des garanties beaucoup plus sérieuses que celles que peut prendre la Ligue de football quand elle contracte les droits télé avec Mediapro. Au début de l'émission, tout le monde était parti pour prendre sa corde, hein, mais bon. Là, je pense que Julien, il a démoralisé tout le monde au départ, mais bon. Ouais, mais après, ça a été. Mais on est dans le flou complet, et je pense que vous l'avez tous bien dit. Il y a tellement de spéculations possibles et imaginables qu'on on ne sait pas quoi penser. On verra bien ce qui va se passer par la suite, mais. Pour moi, ce fut un super match. On avait l'habitude de voir des matchs du LOSC se jouer entre guillemets en deuxième période, de voir souvent des premières périodes plutôt moyennes. Et c'est la première fois, je pense, depuis longtemps qu'on a vu une première période aboutie presque. Une super première période, une deuxième période plus ennuyante, je dirais, mais on a fait le taf en première période. Et à noter quand même, un but sur corner. Ça faisait si longtemps qu'on n'en avait pas vu, franchement. Incroyable. Et ça faisait longtemps qu'on le réclamait dans le bistrot d'Alleux, LOSC. Il avait fait un quart d'heure dessus, t'imagines? C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une belle période. On a eu un beau match. On a eu vraiment des bonnes occasions et un Bordeaux assez vraiment plaisant à voir. Ce que j'ai surtout retenu, c'est la fin de match et la gestion un petit peu mode guerrier, parce qu'on sentait que physiquement ça commençait à coincer un petit peu, parce qu'il y a eu vraiment 75 minutes de très très bonnes prestations, donc le dernier quart d'heure. Et moi là-dessus, j'ai beaucoup aimé par exemple le rôle de Benjamin André, que j'ai pas de stats sur les ballons qu'il a ratissés sur le dernier quart d'heure, mais ça doit être hallucinant. Et encore une fois, ça s'anime offensivement, il y a toujours des solutions. C'est vrai que ce Bordeaux-là était un petit peu compliqué à jouer, ils ont su le faire. Je suis content qu'on retrouve la paire Bamba et Koné, qui ont quand même une très très grande implication dans cette réussite. Bamba depuis le début de saison, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il connaît à chaque match, je trouve, on le voit de mieux en mieux. Même si moi je préférais Ben Arfa quand il jouait à Paris, parce que je trouvais que j'avais toujours l'impression qu'il prenait beaucoup plus de plaisir au parc à Thème. Mais bon, c'est. Qu'est-ce que tu penses? Derrick Cotte qui dit: au matin, j'avais un peu peur que le Bordeaux ait un goût de bouchon. Mais à la fin de match, il avait une jolie robe et de la cuisse. En 2 mots, un grand cru. Bordeaux, tu avais l'équipe type. Et à Glasgow, tu l'avais pas. J'ai fait la liste des mecs qui manquaient. Selic, Botman, André, Sanchez qui est blessé mais qui n'était pas là, Bamba et Bourak. Donc au final, quand ces 6 titulaires-là en force manquent, c'est compliqué. Et puis les Écossais, ils ont de l'orgueil. Regardez le temps de jeu qu'avait depuis le début de la saison la défense qui a été alignée face au Celtic. Et puis voilà, et la défense elle n'a pas été bonne, et c'est pour ça qu'on s'est pris ces buts. Ouais, mais c'est quand même une défaite qui coûte quand même 1 million. 1 million en ce moment, c'est quand même pas mal, déjà d'une part. Et après, on aurait pu avoir un tirage plus favorable par la suite, parce que l'Ajax, on a beau dire ça, l'Ajax quand même costaud, on va dire. Même s'ils ont été 3e de la Ligue des Champions, c'est quand même l'Ajax. L'Ajax, ils ont quand même de bons jeunes, ils ont de bons joueurs. On a vu l'année dernière déjà d'une part. Et moi, je suis même très déçu du match du Celtic. Aujourd'hui, chez nous, tête de Turc, c'est très positif comme expression au LOSC. Avant, ça l'était un peu moins. Et je suis plus tout jeune, j'ai 43 balais, donc j'ai souvenir de quelques joueurs qui ont connu ce bashing, et avant même parfois la période des réseaux sociaux.
et simplement parce qu'ils étaient jeunes, simplement parce qu'ils commençaient. Donc je vais te citer Pascal Sigan, qui a entendu les oreilles siffler quand il a commencé sa carrière. Il a quand même fait une carrière assez honorable à Arsenal, ce garçon. Un garçon comme Dante, qui est arrivé très jeune chez nous, qui a connu son premier hiver européen chez nous, qui a découvert le français chez nous, qui a été vraiment pas terrible et qui s'est fait siffler. On connaît sa carrière au Bayern. Il faut peut-être un petit peu accorder un peu de crédit à M. Galtier et surtout à la cellule de recrutement. Campos, ce jeune homme, Bradarić, il est international croate, messieurs. C'est-à-dire que la Croatie, c'est pas le Liechtenstein. Ils ont beaucoup de joueurs et beaucoup de bons joueurs. Et s'ils croient en ce jeune, c'est certainement pas pour rien. Il vient d'avoir 21 ans aujourd'hui. Et moi, quand j'ai vu la façon dont il était bâché de partout, je me suis dit, mais moi, c'est marrant, je vois pas les mêmes matchs. Alors, bien entendu, j'ai vu les erreurs défensives. Il a fait de grosses erreurs défensives. Je ne suis pas du tout là pour dire le contraire. Mais messieurs, si vous ne voyez que ça dans ce joueur, changez de sport. Regardez du ping-pong. Quand on regarde ses stats, dans le jeu, c'est le 4e joueur le plus impactant au LOSC sur les buts. En premier, il y a Bamba, loin devant. Il y a Araujo, il y a Yılmaz, qui a bien remonté la pente. Aujourd'hui, on lui fait une statue. Bravo. Et en 4, il y a Bradarić. Pour avoir lu les commentaires sur le site d'Aller le LOSC, moi, je me dis que c'est con d'avoir été chercher Galtier parce que on a plein d'entraîneurs exceptionnels sur ce forum. Les mecs qui nous expliquent, je pense que clairement, avec eux, on avait 5-6 points de plus. Le truc était joué. Plus sérieusement, qu'on puisse être critique sur un temps de la saison. Et d'ailleurs, il faudra le relativiser parce qu'on veut lui faire porter l'ensemble du désastre du désastre. Je rappelle quand même qu'on est leader de Ligue 1 et qu'on est qualifié Coupe d'Europe. Ouais, tu fais bien de le rappeler. On ne connaît pas la chance, par exemple, de ceux de Lorient qui ont joué à la 15e place, s'encombrent pas avec la Coupe d'Europe et vivent des purs moments de bonheur, de tranquillité. Au moins, il n'y a pas d'angoisse. Donc, moi, je les encourage beaucoup à supporter Lorient. Je pense que c'est peut-être la solution. Mais factuellement, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher ? 2-3 matchs ici où il a été un peu en dessous. Comme on l'a dit, au Celtic, le naufrage, il est collectif. Le penalty, on va voir si à la conclusion, c'est lui, il y a quand même tout un ensemble d'erreurs individuelles qui conduisent à cette faute. C'est un bon tirage parce que c'est 2 équipes, franchement, qui jouent super bien au ballon. Et puis pour faire court, je pense que, de toute façon, si tu veux partir loin, il faut se tester face à des grandes équipes, montrer ce que t'es. Et il faut éliminer les gros. Tu vas pas jouer à chaque fois comme Marseille contre les petites équipes de je sais pas qui pour te retrouver en finale. Non, il faut jouer l'Ajax. Tellement vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'ils se sont retrouvés en finale en jouant que des fantômes, les mecs. En tout cas, je ne sais pas si les supporters pourront se déplacer. Bon, s'ils pourront se déplacer, je leur déconseille le métro pour terminer le déplacement. Mais en tout cas, ce sera un match qui sera intéressant. Georges, tu penses quoi de ce tirage ? Moi, Amsterdam, c'est toujours un tirage stupéfiant. Mais du grand Georges, je le dis, moi. Elle est parfaite. Je veux dire, c'est aussi. Je savais qu'il fallait terminer par Georges. Georges Best. Voilà. Parce qu'il était un peu tard. Enfin, bon. Et non, mais en l'occurrence, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, je crois que c'est Patrice qui en parlait. C'est vrai que les résultats de l'année dernière pourraient laisser augurer. Et finalement, ils n'ont pas été du tout représentatifs, je dirais, de l'écart entre les deux équipes. Bradarić ou Brad la pauvre ? Que le principal adversaire de Lille contre Dijon, c'est pas déjà le PSG ou c'est pas déjà plutôt Lille qui aurait la tête au PSG, Baptiste ? Mais en tant que leader, doit prendre les match après match. Je pense vraiment que le match contre Dijon sera un gros match aussi. Il ne faut pas penser à Paris. Je pense vraiment que le match de Dijon, il faut le gagner, il faut y aller avec la manière et il faut pas penser à Paris parce que Dijon, c'est toujours compliqué à jouer. J'ai un peu cette impression, moi, depuis le début de la saison, je les vois jouer. J'ai l'impression de voir une équipe sans projet réel qui s'en remet à 2-3 stars. Et on dit que Tourelle risque sa place. Savoir que Tourelle, en tant que technicien, moi je suis allé à Dortmund, vous demandez aux supporters de Dortmund le souvenir qu'ils ont de Tourelle. On a interrogé 100 supporters de Dortmund, il y en a 60 qui ont dit non, Tourelle n'a rien fait dans l'histoire du club, et les 40 autres ont dit Tourelle, qui sait. Donc
voilà, c'est un mec qui a jamais marqué l'histoire de ces clubs. Mais Tourelle, ils connaissent pas. C'est-à-dire qu'après Klopp, il y a eu Favre, et entre deux, ils savent pas. Il y a eu une espèce de trou noir. Ils disent même qu'à Paris, bon, Tourelle, c'est le dernier à quitter le terrain d'entraînement parce qu'il faut quelqu'un pour ramasser les survêtements que les joueurs ont laissés à terre. Mais voilà, c'est pas une fleur. Et je pense que s'il n'a pas son trio offensif, il y a un vrai coup à faire, quoi. Si maintenant Mbappé, d'ici la semaine qui vient, rassembler ses esprits, Di Maria se montre un peu plus coopératif, que Tourelle trouve une solution tactique pour faire avancer son équipe, là, on peut avoir peur, quoi. Mais je veux dire, s'il y a un moment où il faut jouer Paris, je pense que c'est maintenant, quand même. Que si Neymar devait évoluer sur le terrain, je propose à François, qui était avec nous la semaine dernière, qui s'occupe de l'animation autour du stade, de faire venir des danseuses brésiliennes. Comme ça va le perturber, il n'arrivera pas à jouer au ballon.